Amis téléspectateurs, bonjour, soyez les bienvenus. Vous regardez Et Maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe. Hashtag Et Maintenant, si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons la crème de la crème. On les appelle les spécialistes. Ils ont les informations et le recul. Ils sont très intelligents. Je vous présente mes invités. Michel Pouzol, bonjour, ça va? Bonjour, très bien, parfaitement, avec une présentation de ce niveau. Ancien député, membre de Génération, vous êtes l'auteur du livre « La pauvreté, une fatalité », c'est publié aux éditions Bonneton. Astrid de Villene, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service politique du Huffington Post. Votre dernier livre est paru chez Lattès. Il s'intitule « Les 7 péchés capitaux de la gauche ». Emmanuel Voguet fait son retour, bonjour. Bonjour Steve. Ça va Emmanuel, vous êtes communicant, président de Narrative. Vous avez écrit Politicard, abécédaire des secrets de la communication politique. C'est aux éditions de l'Atelier de l'Archer. Et Eugénie Bastier, grand reporter au service débat et opinion du Figaro. Bonjour. Bonjour. Je signale votre livre La guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française. C'est à retrouver chez Robert Laffont. Dans cette émission, on se demandera s'il faut légaliser le cannabis. On reviendra sur le rapatriement des femmes et des enfants de djihadistes en France, sur le soutien occidental à l'armée ukrainienne qui est en train de passer un cap. Et puis on se demandera si nous sommes toujours aussi sexistes, nous les Français. C'est en tout cas la conclusion d'un rapport publié cette semaine. La séance est ouverte. Mais d'abord, merci Président Larcher. Chaud devant, les semaines qui viennent s'annoncent électriques sur le front social et politique. Mardi prochain aura lieu la deuxième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Et pour l'instant, tout le monde campe sur ses positions. Les mesures d'âge que nous prenons sont celles qui permettent de ramener le système à l'équilibre en 2030. Et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures. Nous l'avons dit depuis le début, si le gouvernement, et c'est quand même le cas, ne mesure pas le mécontentement et le nombre de personnes qui étaient en manifestation le 19 et en grève, il y a un petit problème et donc il va falloir faire entendre un peu plus fort les motivations de ces grèves. Et se faire entendre plus fort, c'est des grèves et si les salariés le votent, des grèves reconductibles. Michel, on assiste à un durcissement des positions. Durcissement, je ne sais pas. Je crois que du côté, en tout cas, de l'opposition à cette réforme, la situation n'a pas bougé d'un pouce et je ne vois pas bien comment elle pourrait bouger puisque, la communication du gouvernement est déjà très floue puisqu'on a eu plusieurs discours sur la nécessité de cette réforme. Ça se complique puisque le président du corps, Pierre-Louis Conseil d'orientation des retraites, qui, quand il a été reçu par la commission des finances à l'Assemblée, lui qu'on avait pris comme référence au fait qu'il fallait absolument faire cette réforme, a dit exactement l'inverse, c'est-à-dire en disant il n'y a pas de dérapage des déficits. Ce n'est pas une question de pérennisation du système des retraites qui n'est pas en danger. Si je comprends, là, on est en plein dialogue de sources. Mais oui, parce que mais surtout, il y a un dialogue de sources de méthode, puisque on a d'un côté un gouvernement qui fait une réforme pour sans doute d'autres raisons que celle des retraites, et ceux qui sont les spécialistes des retraites qui disent bah non, c'est inacceptable et on n'est pas en danger, donc c'est compliqué. Eugénie, dialogue de sourds. Moi, je crois que ce qui est très compliqué, c'est que le fond de cette réforme, la raison principale de cette réforme, qui est l'équilibre budgétaire, est aujourd'hui une raison de plus en plus difficile à faire comprendre et accepter aux Français, notamment après 3 ans de Covid et de quoi qu'il en coûte, où l'État fait un chèque par jour et on a l'impression qu'effectivement les milliards sont disponibles. Quand vous voyez qu'on a dépensé par exemple 17 milliards pour les tests Covid pendant la période du Covid et qu'on nous dit que la réforme des retraites va rapporter 13 milliards, c'est très difficile à entendre de dire bah écoutez, on fait une réforme difficile pour de l'argent qui apparemment est disponible en quantité limitée. Donc je trouve qu'il y a un vrai problème, c'est même pas de la pédagogie, c'est un problème d'un rapport au public. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément maintenant enraciné dans la tête des Français. L'équilibre budgétaire, ce n'est plus une valeur des politiques publiques. Et ça, c'est très, très compliqué de réenraciner cette idée. Justement, qu'en pensent les Français? On va voir ce dernier sondage ELA publié cette semaine. La dynamique de ces sondages qui n'est vraiment pas bonne pour le gouvernement. Les Français sont de plus en plus nombreux à rejeter cette réforme. Ils sont 72% à dire non. C'est 6 points de plus en une semaine de manière générale. C'est ce que vous disiez. C'est une réforme injuste pour les Français, pour 3/4 des Français. En 95, il y avait le gouvernement avait cédé et les Français, il y avait des sondages donnés, étaient majoritairement pour cette réforme. Il y avait des sondages qui donnaient à 51%. Donc on voit bien le... Oui, mais l'opinion, ça va jouer. Le gouvernement, clairement, Astrid, est en train de perdre la bataille de l'opinion.
Oui, et le pire, c'est qu'ils le reconnaissent. J'entendais un conseiller ministériel cité par BFM TV hier dire « on a perdu la bataille de l'opinion ». C'est pas comme ça qu'on s'engage dans une bataille. On dirait que même eux, ils n'y croient plus vraiment, en fait. C'est ça, alors que ça n'a pas commencé vraiment. C'est inquiétant, on a eu une manif. C'est-à-dire que je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est mal ficelé depuis le démarrage, on n'a toujours pas compris. Maintenant, on a bien compris que c'était l'équilibre budgétaire qui était attendu, mais enfin au départ, après on a changé de pied, Emmanuel Macron ne nous explique pas du tout que c'était pour le système des retraites. Il y a même des frondeurs au sein de la majorité, ce qui est très rare, qui nous disent sur les plateaux de télé, à visage découvert, je ne la voterai pas en l'état. Donc ça se fissure un petit peu de part et d'autre, et en effet, on sent un exécutif qui n'est pas du tout à l'offensive, comme si lui-même doutait en fait du bien fondé de cette réforme. Le dialogue, il est impossible aujourd'hui. Cette réforme, elle est morte-née, j'ai eu l'occasion déjà de le dire sur votre plateau, pour 2 raisons fondamentales. Vous avez même dit que cette réforme de retraite ne se fera pas. On ressortira un jour les archives. Oui, mais vous verrez moi je suis persuadé qu'elle ne se fera pas. Pour une raison simple, c'est que j'ai vécu d'assez près les 95, auxquels vous faisiez référence. On ne gagne jamais contre l'opinion. Jamais. Et en 95, effectivement, on était parti avec un discours du Premier ministre de politique générale et de la réforme des retraites qui avait été très bien accueilli, y compris sur les bancs de la gauche, avant que tout ça ne dégénère. Là, on n'a pas entamé la 2e journée de mobilisation, qu'on est déjà à 72%. C'est terrible et c'est du jamais vu. Et ça vient d'un problème qui me semble, lui, en revanche, très politique. C'est que cette réforme, elle naît de quoi? Elle naît d'un président qui ne fait que 3 semaines de campagne présidentielle et qui, pour tout projet à la réforme des retraites, persuadé qu'il va avoir une majorité à l'Assemblée qui va lui tomber comme ça, une majorité pléthorique que les Français ne lui ont pas donnée, et il maintient son projet à un moment où s'accumulent tous les problèmes vis-à-vis des Français dans une réforme dont on ne... Non, mais dans une réforme... Oui, mais là, il n'a pas de majorité. C'était son seul projet. Et c'est la première fois, en revanche, qu'on critique, on s'interroge même sur l'intérêt de l'affaire. 95, on s'intéressait sur comment la faire. Tout le monde était d'accord pour dire il faut faire quelque chose, mais comment on le fait? Là, c'est la légitimité même qui est mise en cause. Et d'ailleurs, les Français s'y trompent pas. Ils sont aujourd'hui 72% à dire au gouvernement... Est-ce qu'une réforme des retraites a déjà été populaire? Voilà, mais là où je tempérais ce que vous dites, je suis d'accord avec vous que la situation est très délicate, c'est qu'il y a quand même un deuxième gros sujet qui préoccupe plus les Français que les retraites, c'est le pouvoir d'achat. Je suis d'accord. Et c'est ça qui est vraiment la préoccupation des politiques disent sur les marchés. On ne parle pas des retraites, on parle du pouvoir d'achat. Et donc, l'Élysée parie aussi sur cette idée que finalement, les Français sont préoccupés par d'autres choses que les retraites. Les retraites, c'est loin, il y a une sorte de résignation, il y a une opposition-résignation. Ils parient sur ça. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais en tout cas, c'est vrai que le pouvoir d'achat est la préoccupation principale. Sauf qu'il y a beaucoup de monde dans la rue, entre 1 et 2 millions, on ne pensait pas que ce serait autant. Et moi, j'ajoute des petits signaux faibles que je vois. Oui, mais c'était il y a longtemps. Enfin, je veux dire, moi, je trouve qu'il y a des signaux faibles. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais manifesté qui s'y rendent. Il y a beaucoup de gens qui ne manifestent pas et qui soutiennent. Et il y a surtout, moi, je l'ai vu, j'habite à Pantin et je travaille à Paris. Et dans les 2 cas, j'ai vu des gens tractés. Ce qui est très rare hors période électorale. Non à la réforme des retraites, des jeunes, le sourire, etc. Ça, c'est des choses... Moi, j'ai pas vu dans la période récente d'un engagement politique comme ça spontané. Donc, je pense qu'il faudrait surveiller tout ça. Tout est mal fait. Et la grande différence entre 2010, si je peux me permettre, c'est que la mobilisation était progressive. C'est-à-dire que c'est monté en puissance pour arriver effectivement à 1 million et quelques. Et puis une chose sur le côté déficit budgétaire, c'est que le corps, encore une fois, explique que le besoin de financement pour les 3 années, pour les 3 années qui viennent est de 5 milliards par an. 5 milliards, pas plus, sur 340 milliards. Pas 3 années, mais à partir de 2030, vous savez que c'est pendant 10 ans déficitaire. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a pas, mais il y a logiquement un problème d'équilibre. Vous voyez bien qu'il y a c'est faux. Il y a d'autres solutions. Je vous le dis. L'égalité femmes-hommes, on va parler du sexisme tout à l'heure. Vous réglez ce problème-là, c'est 6 milliards qui tombent directement dans la caisse. L'emploi des seniors, ça règle le problème des retraites. Donc il n'y a pas de problème fondamental, ni à 2030, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Je pense qu'un système par répartition fonctionne quand il faut un équilibre démographique. 1,7 actifs pour un retraité, ça n'est pas tenable. Alors moi, je suis favorable à sortir du système par répartition, si vous voulez. J'ai bien compris. On ne va pas refaire la réforme. Ce qui est sûr, c'est que les Français trouvent que cette réforme est injuste. C'est le caractère d'urgence peut-être en fait qui est pas forcément. Et puis la mesure d'âge qui est très mal comprise. Pourquoi tenir absolument à cette mesure d'âge? À la limite, l'urgence n'était plus vrai en 95 quand les amis, j'aimerais vous faire entendre Laurent Berger. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, il était devant l'Assemblée nationale ce mercredi
mercredi avec les 7 autres principaux syndicaux. Il est revenu sur la dynamique de cette mobilisation. Écoutez-le. Vous savez, on a réussi une excellente mobilisation le 19, qui était quasi inédite depuis maintenant de nombreuses années. Ça suffit à pouvoir se faire entendre. C'est ce qu'on veut expliquer au gouvernement. On n'a pas besoin, le durcissement à tout craint, c'est perdre une partie de l'opinion. Donc nous, on veut durcir sur les propositions. On veut durcir en montrant que c'est largement suivi par les salariés de ce pays. Et donc c'est ça qui est aujourd'hui en jeu, c'est de réussir le 31 janvier. L'avenir de la mobilisation dépend de cet homme, Astrid. Oui, c'est vrai que c'est souvent le pivot, en fait, Laurent Berger. Et en général, surtout pour un gouvernement centriste comme celui d'Emmanuel Macron, c'est bien d'avoir avec soi la CFDT. Là, le fait d'avoir les 8 organisations groupées, unies, c'est très rare. Et ça, évidemment que ça renforce la contestation et les opposants à cette réforme. On va parler de ce qui va se passer au Parlement, parce que le texte va effectivement être discuté par les députés. Les vacances scolaires, elles débutent le 4 février. 2 jours plus tard, le 6, l'Assemblée nationale débutera l'examen dans l'hémicycle de cette réforme. Une réforme qui fait débat, vous en parlez tout à l'heure, au sein même de la majorité. Écoutez. Il faut faire ce qu'on croit juste. Et il faut arrêter aussi de faire des marqueurs politiques et surtout, arrêtez de dire que sur les plateaux, ici ou ailleurs, on doit faire preuve de pédagogie. La pédagogie, c'est quoi? C'est nous, on sait, et vous, les Français, vous êtes des cons, on va vous expliquer pourquoi vous avez tort. Le travail parlementaire, c'est pas juste de dire oui ou non, c'est d'essayer d'améliorer un texte. En l'occurrence, nous avons, avec mes amis d'En Commun, fait pas mal de propositions, et on va voir comment on peut les faire évoluer pour rendre ce texte votable, ce que je souhaite évidemment. Mais en l'état, c'est non. En l'état, j'ai jamais dit que c'était non. J'ai dit, en l'état, je peux pas voter oui. Michel, vous connaissez un peu les frondeurs, vous avez participé à quelques coalitions, quelques gouvernements, enfin pas quelques gouvernements, quelques non, moi je faisais partie des socialistes. Les frondeurs, parce que j'aime pas ce terme-là, mais de la première heure, puisque j'ai fait partie de ceux qui ont voté contre le traité européen d'entrée de quinquennat. Est-ce que c'est une vraie menace aujourd'hui pour le gouvernement, ces frondeurs? Ils sont 7-8, c'est ça à peu près la grande différence sur les deux idées de frondeurs, si on utilise le même mot, c'est que nous étions structurés autour d'idées fortes qui n'arrivaient pas sur un débat particulier. Donc, vous étiez surtout plus nombreux. Et on était plus nombreux. Dès le départ, on était quand même une trentaine. Et vraiment, je vous dis, la structuration était... On avait un ministre, etc. Enfin bref, des figures tutélaires comme Henri Emmanueli. Enfin, vous voyez, c'était quand même une autre idée. Là, on voit bien que ce sont plus des rapports individuels, mais qui disent quelque chose... qui dit de toute façon quelque chose qu'on savait de cette majorité, qui est une majorité qui n'est pas homogène, qui est faite d'horizons très différents. Et on le voit bien, quand on est sur un sujet très dur, notamment vis-à-vis des Français, c'est plus compliqué, même dans sa majorité, de le faire avaler. Quoi. Il y a deux grandes différences quand même. C'est que l'époque des frondeurs, il y avait une majorité absolue. Oui, bien sûr, oui. Et donc, il n'y avait pas un risque. Aujourd'hui, chaque voix compte. Aujourd'hui, chaque voix compte. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'appelle pas ça des frondeurs. Vous avez la première ministre qui est rentrée dans l'histoire en appelant à enrichir le texte. Donc, on appelle aux gens à s'exprimer, et quand ils s'expriment, si ça ne va pas, on dit « Ah mais non, mais finalement, il faudrait peut-être que vous repliez les Gaules et que vous rentriez vos idées dans vos poches. » C'est-à-dire que tout est mal ficelé. Elle va finir par faire passer Alain Juppé pour le roi de la réforme de la retraite. Elle va continuer comme ça. Franchement. J'aimerais aussi qu'on parle des LR, parce que, donc, effectivement, chaque voix compte. On voit que ça coince aussi un peu chez les Républicains. Eugénie, qu'est-ce que vous pensez de la position aujourd'hui des Républicains? On sait qu'Éric Ciotti avait dealé en quelque sorte avec Elisabeth Borne. Aujourd'hui, on voit que c'est plus tout à fait évident. Si vous avez arrivé à me résumer la position des Républicains... c'est pour ça que je vous pose la question. Elle est aussi ambiguë que celle d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine. Enfin, il y a un côté... On ne sait pas exactement ce qu'ils veulent. Et en fait, moi, l'autre jour, j'entendais un député LR à la radio qui parlait, et j'avais l'impression d'entendre un député de la France Insoumise. C'est-à-dire qu'il disait cette réforme est très dure, elle est brutale, nous allons la modérer, nous allons infléchir le gouvernement. Enfin, on a l'impression que eux qui réclamaient la retraite à 65 ans, c'était dans l'ADN programmatique de LR, qu'il n'y avait pas grand-chose. Promesse mais il y avait de Valérie Pécresse. Promesse de François Fillon, promesse de Valérie Pécresse. Aujourd'hui, on a des députés LR qui modèrent le gouvernement sur la réforme. Donc c'est totalement illisible. Ça s'explique en effet par une chose qui est en fait électorale, c'est-à-dire que les derniers députés LR qui restent sont plutôt dans des territoires ruraux,
ils sont plus dans les grandes métropoles CSP+, qui sont partis chez Macron, qui soutiennent la réforme des retraites. Certes, mais peut-être que ça s'explique par des raisons électorales, mais ça trahit quand même l'absence de colonne vertébrale idéologique. Si je résume ce que Eugénie vient de dire, les LR se sont gauchisés. C'est ça, hein, Non, mais il y a toujours eu une droite sociale. Ça, je crois que ça fait aussi partie de l'ADN d'une forme de LR. Mais ce qui est dans clair, le programme des 10 dernières années. C'est ça. Et surtout le congrès qui vient de se dérouler. Il y a quand même Éric Ciotti qui a dit à tout le monde je voterai la réforme d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne sur la retraite à 65 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que, en effet, c'est un parti qui va très mal. Moi, je suis très étonnée du temps qu'on lui accorde encore. C'est vrai qu'à l'Assemblée, il a un rôle important, mais c'est un parti qui est en train un petit peu de s'effondrer, comme le Parti socialiste. Donc, il y a à l'intérieur des gens qui pensent surtout à eux, des gens qui, en effet, sont représentatifs d'un territoire où c'est des catégories populaires, rurales, et qui n'ont pas du tout envie de cette réforme. Donc ils écoutent aussi le terrain, ils savent faire de la politique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème de cohérence, en fait, à l'intérieur. C'est-à-dire que... Mais la campagne de Valérie Pécresse nous l'a montré. C'est-à-dire que c'est une centriste qui a fait une campagne à la droite, aux confins de l'extrême droite. Et ça, c'est plus possible, ce grand écart idéologique-là. Et c'est ce qui se passe là, à l'Assemblée. Ensuite, on verra comment ça se... Il y a un problème de marque. C'est que le changement majoritaire important, c'est qu'avant, il suffisait d'avoir le logo RPR, UMP, LR pour être élu. Et aujourd'hui, c'est un handicap. Donc la marque ne porte plus, elle est vécue comme un handicap et donc chacun essaye de sauver sa peau parce que quand il en reste plus que 60 et peut-être 30 ou 20 s'il devait y avoir une dissolution dans le meilleur des cas, il faut impérativement être proche de sa base. Et la base, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non. Sommes-nous toujours aussi sexistes, nous les Français? C'est notre deuxième thème. 5 ans après le mouvement MeToo, le Haut Conseil à l'égalité a publié cette semaine son baromètre annuel sur le sexisme. Et selon lui, le phénomène ne recule pas en France. Au contraire, sur certains points, il aurait même tendance à s'aggraver. Écoutez. Oui, ce rapport est alarmant. Il y a vraiment de quoi réfléchir et surtout lancer une alerte au pouvoir public pour dire maintenant ça suffit. Il faut comprendre que le sexisme dit ordinaire, les petites choses de tous les jours qui paraissent banales, conduisent malheureusement directement au sexisme le plus violent, que ce sexisme ordinaire perdure, qu'il apparaît malheureusement encore et plus fortement dans les générations de 25-34 ans, à mon avis dû au fait que cette génération a baigné dans les réseaux sociaux, le numérique, le porno, et que ce sont des éléments de violence banalisée et de domination masculine, et qu'il faut donc réagir. Ce rapport est-il un reflet honnête de la réalité? Sur ce plateau, 2 invités ne sont pas d'accord. Vous allez le voir, pas du tout d'accord. Et cette fois, j'exagère pas du tout. D'un côté, on a Astrid, de l'autre, Eugénie. Astrid, vous allez commencer. Vous avez 45 secondes. Oui, ce rapport est plutôt honnête. Moi, j'avoue que je connais bien ces questions-là et j'ai pas besoin du rapport du HCE pour savoir que le sexisme existe dans la société. Moi, j'ai écrit un livre en 2018 qui n'a pas bougé d'une ligne, qui s'appelle « Harceler ». Et qui démontre qu'il y a un continuum en fait entre le harcèlement de rue, le sexisme, les violences en général, jusqu'au féminicide. Ce rapport, il fait 10 propositions très intéressantes pour que ça recule, notamment chez les jeunes. Emmanuel Macron, qui a reçu les autrices du rapport, n'a retenu qu'une seule proposition, celle qui était tout en bas, la journée nationale contre le sexisme. Et honnêtement, je crois qu'on ne va pas y arriver. On ne va pas faire reculer les violences sexistes et sexuelles dans ce pays avec une journée nationale contre le sexisme. C'est très bien, mais il manque ce que réclament les associations, c'est-à-dire 1 à 2 milliards d'euros par an. C'est incroyable, vous avez respecté votre temps. C'est l'expérience. Bon, Eugénie, vous, non, ce rapport, ça ne le fait pas, quoi. 45 secondes. Je suis d'accord qu'il faut lutter contre le sexisme, mais à mon avis, ce rapport souffre d'un biais qui est propre au néo-féminisme, c'est de mettre tout dans le même sac. C'est-à-dire, effectivement, de la blague sexiste devant la machine à café au féminicide, il y aura un continuum, et du cliché au stéréotype à la violence, il y aura un continuum. Je ne suis pas d'accord avec ça, je pense qu'il faut hiérarchiser les violences, et je pense que c'est le problème de ce rapport, c'est qu'il met tout dans le même sac, et du coup, on ne sait plus quelle est la priorité, notamment la sécurité des femmes dans les transports, par exemple, ou l'industrie pornographique, qui a un chantier énorme. Il aurait fallu faire un rapport, en fait, juste sur l'industrie pornographique. On aurait déjà beaucoup plus avancé. Là, il y a tout et n'importe quoi. Et en fait, quand on regarde d'autres chiffres, on peut aussi se réjouir, comme par exemple le fait que tous les clichés associés aux femmes sont minoritaires dans l'opinion. Par exemple, les femmes peuvent être présidents de la République, etc. Donc, on peut aussi se réjouir. On regarde que ce qui va mal.
Merci Eugénie. On va voir ces chiffres dont vous parlez. Effectivement, ces chiffres mis en avant par le rapport. Les violences existent encore dans des proportions alarmantes, nous dit ce rapport. 37% des Françaises interrogées ont déjà vécu une situation de non-consentement. 14% ont déjà subi un acte sexuel imposé, c'est-à-dire une agression sexuelle ou un viol. D'autres chiffres avec ces stéréotypes qui perdurent. Est-ce problématique qu'une femme cuisine tous les jours pour sa famille? 49% des femmes répondent que oui. 37% seulement chez les hommes. Autre chiffre, 38% des femmes et 52% des hommes considèrent qu'il est normal que l'homme paye l'addition au premier rendez-vous. Le HCE parle d'une situation caractéristique de sexisme ordinaire. Emmanuel, c'est comme si c'est Emmanuel Macron, si MeToo n'était jamais passé par là, quoi. Non, c'est encore une fois, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Eugénie, c'est qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier. On est tous, personne ne peut considérer qu'il ne faut pas s'attaquer à ces questions, mais on ne peut pas traiter tous les problèmes du sexisme de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des paliers dans le sexisme. Ils ne proposent pas de la même manière. Hein. Non, mais il y a trop de choses. Quand je lis dans le rapport, j'ai lu un truc... Déjà, si on pouvait appliquer quelques-unes, je pense que tout le monde irait mieux. On est d'accord. Là, c'est juste un rapport d'une haute autorité rattachée à Matignon. On ne peut pas en faire l'alpha et l'oméga. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut qu'il y ait des catégories et qu'on s'attaque à ce qu'on considère. Il y a sexisme ordinaire, il y a des actes plus graves, c'est ce que vous dites. Dans le rapport, par exemple, j'aimerais qu'on m'explique, je l'ai lu attentivement, comment est-ce que ce rapport entend lutter contre le sexisme en nous expliquant qu'il faudrait interdire des jouets genrés? Oui, ça c'est une des propositions. Je peux vous assurer que moins de camions pour les petits garçons, ça ne fera pas moins d'agressions de femmes. On ne sait pas, on n'a jamais essayé. C'est ridicule. En Espagne, il y a 45 féminicides. Donc essayons. Le féminicide, c'est la priorité des priorités. La question du pornographique, c'est la priorité des priorités. Et tout le monde s'accordera à dire qu'il faut le traiter. Il faut simplement, si on veut être efficace... Vous savez, c'est le rapport signal-bruit en communication. Voilà. Plus on est large, et plus la cible est difficile à atteindre. Voilà. Donc il faut essayer, à mon avis, de se concentrer sur 3-4 priorités sur lesquelles tout le monde sera d'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord déjà sur le diagnostic que la France, les Français sont toujours aussi mais c'est pas la question. Si, il y a le diagnostic et les recommandations. Pourquoi on n'interroge jamais le sexisme dans l'autre sens aussi? C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien qu'on demande aux femmes, par exemple, pensez-vous qu'un homme sur 2 ou 3 est un violeur? Ce qu'avait dit Caroline de Haas. Et on regarderait les réponses, ce serait intéressant, parce qu'il y a aussi des préjugés sur les hommes que disent un certain néo-féminisme, que les hommes sont tous des violeurs, par exemple. Et dans le rapport, il y a un truc très intéressant, c'est que le rapport se déplore et se lamente du fait que 7 hommes sur 10 considèrent que la phrase « tous les hommes sont sexistes » généralise. Vous vous rendez compte, ça veut dire que si vous dites, si vous n'êtes pas d'accord avec la phrase « tous les hommes sont sexistes », vous êtes sexiste vous-même. Enfin, on marche sur la tête, c'est pour montrer qu'il y a des biais quand même. Est-ce qu'il existe toujours un sexisme aujourd'hui en France? Et bien sûr qu'il existe des comportements sexistes, je ne le nie absolument pas. Simplement, moi je pense qu'ils sont, que ce n'est pas par la déconstruction systématique des stéréotypes qu'on arrive à lutter contre le sexisme, mais par l'éducation à certaines normes de vie en collectivité. Alors justement, sur l'éducation, je vais vous faire réagir, Michel. Regardez ce chiffre, toujours du même rapport. Parmi les hommes de moins de 35 ans, les clichés masculinistes restent très présents. 23% des moins de 35 ans pensent qu'il faut être violent pour se faire respecter, Michel. Non, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que l'éducation ne suffit pas en soi. Moi, je suis sidéré. J'ai une fille de 20 ans et 19 ans et une de 30 ans. Je vois au quotidien, dans ce qu'elle me raconte, dans leurs relations, y compris avec des copains en soirée, etc., une forme de violence sexiste que je n'ai pas connue, moi, à mon époque. C'est-à-dire qu'il y a aussi une tranche d'âge où les choses sont extrêmement radicales là-dessus. Et moi, chez les moins de 35 ans. Oui, chez les moins de 35 ans. Et je reste sur l'idée du genré. Il y a quand même une déconstruction à faire. Moi, je me rappelle c'était un spot publicitaire d'une marque de protection périodique qui montrait des petites filles et des petits garçons qui leur disaient qu'est-ce que ça veut dire courir comme une fille? Et qu'est-ce que ça veut dire lancer un objet comme une fille? Et déjà, chez des enfants et des petites filles, il y avait une structuration genrée incroyable. Les petites filles n'intégraient pas encore le fait qu'il y avait une différence. C'est-à-dire, elles disaient courir comme une fille, c'est courir vite. Et à l'adolescence, ça changeait. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur cette idée du genre aussi avec les enfants, parce que
elle dit quelque chose sur le sexisme plus tard. Et moi, je crois je crois vraiment qu'il y a une ligne de dérapage là-dessus. L'éducation est importante, mais il faut aussi qu'on aborde la réalité de cette chose-là. Et je trouve qu'on est dans une société encore effectivement très masculiniste, très patriarcale. Génération qui vient, ils ont quand même vécu MeToo. Et finalement, on regarde dans les chiffres que finalement... Dans l'histoire du féminisme, il y a toujours ce qu'on appelle les backlash dans la théorie féministe. Ça veut dire un retour en bâton, retour en bâton, qui est toujours... Dès qu'il y a eu une progression, un progrès, une avancée sur le féminisme, souvent il y a ce retour-là, c'est classique. Nous, on l'observe par exemple sur les réseaux sociaux des très jeunes. TikTok, par exemple. On a fait une enquête récemment sur le HuffPost pour montrer qu'il y a des réseaux masculinistes, misogynes, très en vogue et très suivi. Donc c'est aussi un peu le retour de bâton de MeToo qui a en effet fait changer les choses et qui pour moi est de l'ordre de la révolution. Ça s'est politisé même, d'une certaine manière. Peut-être. Mais ce qui est clair et net, c'est qu'il faut... Moi, je pense qu'il faut déconstruire absolument les préjugés de genre à l'école, dès l'école. Moi, dans cette enquête dont je vous parlais tout à l'heure, je l'ai vu au sport. Au sport, c'est très intéressant. Alors que les gamins ont 10 ou 12 ans, vous les mettez filles d'un côté, garçons de l'autre. Alors que c'est exactement les mêmes physiques. Vous pourriez... C'est pas exactement les mêmes physiques, c'est pas vrai. À 10 ans, je suis désolée, un petit garçon et une petite fille... Bon, et moi, à l'occasion de ce reportage, j'ai visité des écoles où, par exemple, c'était le rugby mixte. Et bien, je peux vous dire que les classes sont beaucoup moins sexistes. Et en fait, moi, j'en ai un peu aussi assez de ces générations qu'on perpétue et qui font les petites filles d'un côté, les petits garçons de l'autre. C'est un peu has-been en un sens. Et ça, c'est la première des choses. Après, il faut bosser sur tout le reste, évidemment, jusqu'au féminicide, ce qui n'est pas fait par le gouvernement, malgré la grande cause du quinquennat. Eugénie. Voilà, par exemple, quand on s'étonne que les jeunes soient plus sexistes que les vieux. Mais en fait, ça a toujours existé dans le sens où, par exemple, vous avez un pic de testostérone entre 20 ans et 30 ans qui fait que la virilité est beaucoup plus... Je n'ai pas dit que c'était naturel, il fallait naturaliser. Il faut évidemment mettre à distance la biologie, mais ça s'explique aussi par un certain contexte naturel. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le contrer par la culture et le mettre à distance, etc., et faire une éducation. Mais il y a des différences. Ça met à bas tout ce que Simone de Beauvoir a écrit quand même, Eugénie. Vous mettez à bas tout ce que... Oui, moi je mets à bas l'idée que la construction, la différence des sexes est purement construite socialement, ça c'est certain. Et je pense qu'on apprend... Par exemple, en Suède, on a interdit les publicités pour les jouets genrés. On s'est rendu compte que les garçons et les petites filles dans leur chambre avaient exactement les mêmes choix de jouets genrés que dans tous les autres pays européens. Donc ça n'a pas marché. Non, parce que après, c'est pas automatique. Non, mais ça ne marche pas parce que moi j'ai lu un livre passionnant d'un primatologue récemment qui a étudié les singes. Vous donnez des jouets à des singes, des camions et des poupées. Les petits mâles vont se ruer sur les camions et les petites filles sur les poupées. Ce qui montre bien que c'est pas culturel. Donc il faut aussi reprendre en question cette dimension biologique, mais bien sûr avec une dimension éducative. Et là, je pense que je vous rejoindrai. Il faut effectivement, mais ne gommons pas la différence des sexes. Non, mais sur l'éducation, l'éducation sera toujours moins forte. Aujourd'hui, j'ai fait un truc qui va être un peu caricatural, que l'industrie de la pornographie, par exemple. Or, l'industrie de la pornographie a une puissance de feu terrible. Donc l'éducation ne suffira pas en soi. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin là-dessus. Justement, un autre Emmanuel avait fait de cette cause de l'égalité homme-femme la grande cause du quinquennat. On en est où aujourd'hui ? Nulle part. Nulle part. Si la grande cause... Le premier quinquennat est du second. Oui, si la grande cause du quinquennat accouche d'une journée nationale contre le sexisme, autant vous dire que ça ou rien, c'est à peu près pareil. Donc non, je continue à penser, quand vous parliez des 1 ou 2 milliards par an qui devraient être dépensés sur des thématiques et des combats qui doivent être ciblés. Encore une fois, si on veut être... L'idée n'est pas de dénoncer. Il faut arrêter de dénoncer. Maintenant, il faut être efficace. Donc, il faut, avec nos moyens, commencer à s'attaquer sur ce qui est le plus problématique, le plus dangereux, et mettre les moyens qui vont avec pour pouvoir lutter. Et c'est pas un rapport qui lutte contre ce genre de choses. Pas plus qu'une journée mondiale de je ne sais quoi ou une journée nationale de je ne sais quoi. Les journées nationales, on en a soupé. Voilà, il y a la journée nationale de la femme et pour autant, vous voyez le rapport. Il y a la journée nationale contre la tabagie et pourtant, on va discuter de la légalisation du cannabis, etc. Donc les journées nationales, on sait, vous savez, c'est comme quand on dit les grands machins. Alors en France, on a la grande cause, le grand pari, le grand truc, le grand... Alors là, on va avoir une grande cause nationale qui accouche d'une souris. Les badges contre le racisme
qui permettent de lutter contre le racisme, ça devient un petit peu... Oui, je me souviens de Denis Baupin qui s'était mis du rouge à lèvres. Ouais. Non, mais il faut arrêter là. Ce que je veux dire, c'est dire les choses. Vous avez entendu le président. Merci. Alors je conclue. Arrêtons la posture. Soyons dans l'action. Merci beaucoup, Emmanuel. Autre sujet, encore une semaine éprouvante pour les civils ukrainiens. Le pays a été la cible de nouveaux bombardements massifs, alors que les combats font toujours rage à l'est du territoire. Mais Kiev pourra bientôt compter dans ces combats sur des chars de fabrication occidentale. Berlin et Washington ont enfin donné leur feu vert cette semaine. Nous allons également fournir à l'Ukraine des chars de combat Léopard 2. C'est le résultat d'une consultation intensive, une fois de plus, avec nos alliés et nos partenaires internationaux. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont envoyer 31 chars Abrams en Ukraine, soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Emmanuel, on est dans une escalade par la force des choses aujourd'hui. Non, on est dans un objectif de guerre qui est mouvant et qui n'est pas défini. Le soutien des Occidentaux à l'Ukraine a été basé sur un principe assez nouveau qui est il faut gagner la guerre sans qu'il y ait un défait. Voilà. C'est comme dans un match de foot. Il faut gagner un match, mais il faut que l'autre équipe ne le perde pas. C'est impossible. Donc, c'est impossible. Non, mais ça n'est pas possible. L'escalade est nécessaire pour. Je ne veux pas faire de parallèle grossier, mais quand les Américains attaquent le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas pour envahir le Japon. C'est pour mettre un terme à la guerre. Voilà. Donc là, si on veut à un moment que l'Ukraine puisse commencer à agir, il va falloir. Mais pour l'instant, tout le matériel qui est envoyé à l'Ukraine, il faut savoir, est bridé. C'est-à-dire qu'il est effectivement bridé de manière à ce que l'Ukraine puisse mener une guerre défensive et pas offensive. Oui. Sauf que la grande différence entre le Japon et la Russie, c'est que la Russie a l'arme nucléaire. C'est pour ça que je ne voulais pas faire de parallèle un peu trop rapide. C'est vrai que c'est un petit détail. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non mais d'accord, mais la guerre qui consiste à simplement défendre son territoire, elle est menée à l'échec parce que par définition, on se replie et qu'on n'a pas de moyens d'offensive. La contre-offensive dans un conflit, elle n'est pas faite pour aller envahir l'agresseur. Elle est faite pour menacer l'agresseur de manière à ce qu'il ne continue pas son offensive. Michel hoche la tête depuis que vous parlez. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, ce qu'il pense. Non, mais on pourrait penser, moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Il hochait la tête de raison. On pourrait penser que les Occidentaux aujourd'hui misent sur un enlisement du conflit. Parce que ça va être très difficile, effectivement, de sortir pour reprendre la métaphore sportive, de ce match-là avec un vainqueur. Je vous rappelle que la rhétorique russe est en train de changer de ton. Enfin, vous écoutez sur les émissions, sur les plateaux de la télévision officielle russe, qui expliquent que finalement, si on rayait la surface de la Terre, la France, ça poserait de problème à personne, qu'on pourrait faire des frappes préventives. Cette rhétorique, c'est des mots pour l'instant, mais elle signifie bien cette volonté de ne pas reculer quoi qu'il arrive. Et Poutine, il joue son avenir, je dirais même physiquement en Russie. Donc à moins que demain Poutine soit destitué en interne ou je ne sais quoi. Je pense que les Occidentaux jouent sur l'enlisement parce que sinon toutes les autres solutions et on est dans une situation pour le coup. Je trouve, avec une très grande hypocrisie. Il ne nous désigne pas comme co-belligérants. Jusqu'où armer l'Ukraine? C'est un peu aujourd'hui la question. Quelles sont les lignes rouges? On va écouter Marine Le Pen, pour qui ces lignes rouges sont très claires. La question, c'est est-ce que tout ça ne va pas aggraver cette guerre. Et quand la guerre s'aggrave, les morts se multiplient. Or, est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que, en réalité, en armant avec des armes lourdes, est-ce qu'on ne va pas d'abord internationaliser le conflit, ce qui est un danger quand même majeur, hein, en tout cas un risque majeur. Et deuxièmement, est-ce que l'on ne va pas s'éloigner d'une solution négociée de paix, sachant que aucun conflit aujourd'hui au monde quasiment ne se règle de manière militaire? Eugénie, on voit cette question, elle continue de cliver dans le spectre politique, même à gauche, hein, on l'a entendu aussi cette semaine. Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas l'issue militaire de ce conflit, effectivement, parce que c'est un conflit asymétrique avec une puissance nucléaire. C'est vraiment un exemple même de théorie des jeux, quoi. C'est très, très complexe d'en sortir sans qu'il y ait un côté qui explose. Et c'est d'où la difficulté, c'est-à-dire qu'on arme, mais jusqu'à un certain point
qui fait que nous ne pouvons pas faire vraiment basculer la guerre. Et je trouve que la séquence sur les chars, l'envoi ou pas de chars lourds en Ukraine était aussi révélatrice de nos propres faiblesses diplomatiques, militaires. Pourquoi parce que on voit bien que la France, si elle ne peut pas envoyer ses chars Leclerc, c'est aussi avant tout parce qu'elle n'en a pas assez et que nous avons un déficit dans notre propre armée. Donc, et on voit le malaise même de l'Union européenne aussi, parce que les Allemands ont fait le choix d'envoyer leurs chars Léopard, tout en ayant une contrepartie des Américains et non pas des Français. Donc ça montre deux choses, c'est la faiblesse de notre outil militaire et la faiblesse du couple franco-allemand. Il y a une petite chose juste sur les chars Leclerc, c'est qu'ils sont extrêmement complexes à utiliser, qui demandent une formation beaucoup plus grande que les autres chars, qui demandent derrière, parce que quand on envoie un char, il faut envoyer de quoi le réparer, le faire, l'entretenir, etc. Mais on n'en a pas envoyé, Michel. Et l'armée nous dit qu'on n'en a pas assez. Voilà, donc c'est très compliqué pour la France. On est un peu dans un truc de polichinelle. Le changement politique, Non, mais la différence aussi principale avec l'Allemagne, c'est que nous, justement, on a aussi l'arme nucléaire. Donc on n'a pas besoin d'avoir autant de chars. Mais ce qui est vrai, c'est que là, on en a à peu près 130 opérationnels. Donc ça paraît compliqué de nous de. Et on est encore engagé au sel. Mais juste, j'aimerais vraiment qu'on s'intéresse sur le volet politique française. Qu'est-ce que cette guerre en Ukraine est en train de révéler dans la classe politique française? On voit effectivement Marine Le Pen qui essaye à chaque fois de s'opposer à Emmanuel Macron, qui dit bah voilà, on va aider les Ukrainiens jusqu'au bout. À gauche. Pas non plus. Hein. Moi, je suis assez étonnée du sonore qu'on vient d'entendre de Marine Le Pen, qui a tout fait pour faire oublier ses relations avec la Russie et Vladimir Poutine, et qui là reprend une part de la rhétorique poutinienne en disant attention, on va plus avoir de paix, la paix est risquée. La paix, elle est déjà. Il n'y a pas de paix en fait. Donc c'est sûr que toute la rhétorique de l'escalade, beaucoup d'experts ou de diplomates français vous diraient, en fait, l'escalade, elle est déjà là. Il y a déjà des canons européens en Ukraine, il y a déjà une escalade qui a été fomentée, commencée par Vladimir Poutine. Donc, moi, ce que je trouve que finalement, ce qui est important, c'est l'unité en fait des alliés de l'Europe. Moi, je vois pas un gap comme ça béant entre eux. Je trouve qu'au contraire, les gens se parlent. Sur les sanctions, ça a été unanime, alors que franchement, c'est pas du tout ce à quoi s'attendait Vladimir Poutine. Moi, je trouve que l'Europe, la diplomatie des alliés en général, est quand même, vu le contexte inédit et très compliqué, convenable. Enfin, Emmanuel, c'est la fin d'une époque. On a désarmé l'armée française sur le dos de la globalisation heureuse qui nous faisait imaginer que la guerre était impossible. Et je vous rappelle qu'au tout début du premier mandat du président de la République, Emmanuel Macron, il a viré son chef d'état-major des armées, le général de Villiers, qui réclamait plus de moyens pour être cohérent avec un système de défense autonome et indépendant. Aujourd'hui, on se rend compte que la guerre à haute intensité, elle est à nos portes, et que ça n'est pas un mirage. Et aujourd'hui, on paye, alors c'est pas la faute d'Emmanuel Macron, on paye des années de reculade où Bercy a arbitré contre le ministère de la Défense. Et j'imagine que la principale problématique aujourd'hui du ministre de la Défense, de M. Lecornu dans son bureau, c'est comment est-ce que je relance des lignes de production, parce que maintenant, il va falloir faire face à ce nouveau danger. Autre problématique du gouvernement, merci Emmanuel Macron, est-il dangereux de rapatrier les femmes djihadistes, les femmes de djihadistes et les enfants de djihadistes, tous sont de nationalité française, ce qui pose un certain nombre de questions. Ce mardi, en tout cas, le gouvernement a confirmé que 15 femmes et 32 enfants détenus dans des camps de prisonniers djihadistes en Syrie avaient été rapatriés. Certains élus s'en inquiètent. Écoutez. Nous apprenons par la presse que 15 femmes et 32 enfants sont revenus, sans compter les 31 femmes et les 67 enfants l'année dernière. Assumez-vous ce changement de doctrine, c'est-à-dire l'abandon du cas par cas et ses retours massifs? Comment pouvez-vous garantir la sécurité des Français face à ces personnes qui haïssent toujours la France? Vous êtes d'accord, Eugénie, il est dangereux de rapatrier ces Français? Il faut rappeler qu'ils sont Français, de nationalité française, c'est des citoyens français. Oui, ils sont français parce que François Hollande n'a jamais mis en place la déchéance de nationalité qu'il voulait faire pour les djihadistes, pour les femmes aussi djihadistes. Et je crois qu'effectivement, on a envie spontanément de faire une différence entre les enfants et les femmes. Il y a un devoir humain. Enfin, ces enfants n'ont jamais décidé d'aller là-bas. Ils sont innocents des crimes de leurs parents. Ça me paraît un principe de droit évident. Le problème, c'est que qui dit rapatrier les enfants dit rapatrier les femmes.
Et ça pose un problème, en effet, Pourquoi parce que je pense qu'on parlait de sexisme tout à l'heure. Je pense qu'il est sexiste de penser que les femmes djihadistes sont moins dangereuses que les hommes djihadistes. C'est aussi des femmes dangereuses. Alors, elles sont pas des combattantes. Oui, c'est pas des combattantes, parce qu'effectivement, là-bas, ils sont très sexistes et les femmes ne combattent pas. Mais elles sont aussi dangereuses. Elles peuvent faire du prosélytisme. Et on a fait un papier dans le Figaro qui montrait le profil effectivement très inquiétant de ces femmes. Donc, et moi, sur le principe, pour les enfants, moi, je suis plutôt favorable. Mais est-ce qu'on a les moyens de surveiller les femmes qui reviennent? Est-ce qu'on a les outils véritablement en place pour... en tout cas, je demande davantage de transparence parce que je pense que il faut pas du tout être naïf sur la dangerosité de ces femmes. Une autre alternative, Michel, à ce rapatriement? Alors, pour les enfants, moi, je pense qu'on n'a absolument pas le choix et on aurait déjà dû le faire depuis longtemps. Ce sont effectivement des enfants français qui ne sont pas responsables des crimes de leurs parents, même si certains ont grandi dans des conditions difficiles, qui va rendre quand même des choses. Il va falloir quand même surveiller un peu ce que ces enfants-là deviennent. Mais on a des structures en France qui permettent de les accueillir. Certains ont des familles qui seront aussi prêtes à les accueillir. Moi, j'ai rencontré beaucoup de grands-parents qui se désespéraient d'avoir leurs petits-enfants là-bas et qui sont prêts y compris à les couper de leur relation. Certains parlent de bombes à retardement. Je mets en 1000 guillemets autour. Mais... Pour les enfants, pour moi, on ne peut pas en discuter. Sur les femmes, je pense que les choses sont plus... sont moins caricaturales ou sont moins tout blanc ou tout noir. Je pense qu'il y a du cas par cas. Effectivement, il y a des femmes qui se sont retrouvées embarquées dans une histoire qui leur a paru ce qu'elle était, et toutes ne sont pas au même degré, je dirais, de dangerosité. C'est ça qu'il va falloir analyser avec extrêmement de précision. Ça veut dire qu'il faut mettre des moyens spécifiques, effectivement, autour du retour de ces femmes. Ça veut dire qu'il faut savoir, d'accord. Il faut savoir déradicaliser. Est-ce qu'on sait déradicaliser? Et puis certaines sont passibles de la justice en France. Il va falloir aussi... moi, je préfère qu'elles soient jugées chez nous plutôt que dans des tribunaux où la justice n'est pas tout à fait ce qu'elle est. Vous savez, les bombes à retardement, quelles sont ces femmes-là? Qu'elles soient là-bas ou ici, ce sera la même bombe à retardement. On a bien compris depuis longtemps que les frontières pour une bombe à retardement, elles n'existaient pas réellement. Donc, moi, je préfère qu'on les ait ici en surveillance avec des moyens nécessaires pour faire ça et pour les enfants. Est-ce qu'on sait déradicaliser en France aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on sait le savoir? On sait faire ni l'un ni l'autre. C'est ça le problème, c'est que plutôt que de discuter pour savoir si elles doivent rentrer ou pas rentrer, la question c'est savoir si elles rentrent, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour assurer le suivi et garantir la sécurité. C'est très compliqué parce que humainement, on ne peut qu'être d'accord. Mais en vrai, et y compris, même si je ne vais pas être très très populaire en disant cela, mais il y a des enfants qui, dès le plus jeune âge, sont armés et sont éduqués dans l'idée que tous leurs problèmes viennent des pays qu'ils ont quittés et qui reviennent avec cette structure mentale-là. Il ne faut pas être angélique, il faut en avoir conscience. Toute proportion gardée, moi j'ai beaucoup travaillé en Colombie, les FARC faisaient la même chose. Ils tuaient les parents, ils enlevaient les enfants. À l'âge de 2 ans, ils leur mettaient une kalachnikov dans les mains et puis ensuite, ils les éduquaient dans l'idée que les parents avaient été tués par le gouvernement colombien. Et ça en faisait des enfants qui étaient perdus à jamais. Alors, je ne dis pas qu'ils sont perdus à jamais, qu'on me comprenne bien. Encore une fois, tout ça est très, très sensible. Mais je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, on ait réfléchi à ce que l'on doit faire et qu'on ait les moyens de faire ce qu'il faut faire pour les accueillir dans des bonnes conditions. On va écouter le gouvernement et la doctrine du gouvernement. Il faut savoir qu'au moment de la chute de Daesh en 2019, la France avait fait le choix de ne pas rapatrier ses ressortissants prisonniers des camps syriens. Écoutez le ministre de la Justice, c'était cette semaine au Sénat. Nous n'avons pas changé. La position du gouvernement est extrêmement claire et elle est précise. Ceux qui ont choisi Daesh doivent être jugés au plus près des lieux où ils ont commis leurs crimes. Mais, et ça n'est pas un petit mais, il y a des enfants, Madame la sénatrice, oui, qui n'ont rien choisi et qui doivent être traités avec humanité et vigilance. Astrid, est-ce que le gouvernement a changé de doctrine ? On dirait qu'il a un petit peu accéléré en fait cette politique du cas par cas pour en effet être conforme aux obligations légales que le droit international nous demande. La France a été condamnée. Voilà, par la CEDH, mais aussi l'ONU. Donc moi je crois qu'il y a un timing qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à mon avis ils ont quand même attendu la fin de la campagne présidentielle, parce qu'on voit bien, vu les réactions là à droite, que c'est pas un sujet facile, que c'est un sujet qui, dans une campagne
évidemment est propice à toutes les caricatures et qu'en effet, là, je pense qu'il faut être assez pragmatique. En plus, moi, je trouve que bombe à retardement, l'expression est un petit peu trop forte parce que on ne parle pas non plus de dizaines de milliers de personnes. Hein. On parle de quelques dizaines, quelques centaines, 300 enfants qui sont ici. Il y a 129 revenants incarcérés actuellement dans l'Hexagone. Voilà. Donc, en effet, il faut bien distinguer les enfants. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt bien pris en charge de ce que je lis. Hein. Je n'ai pas encore été voir sur le terrain, etc. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une sorte de triptyque entre des éducateurs spécialisés, la justice et les psys et les hôpitaux qui sont très en première ligne, hein, notamment dans les Yvelines et en Seine-Saint-Denis, ce que je trouve vraiment très bien. Et quant aux femmes, la plupart qui sont en prison, j'ai l'impression quand même qu'on les surveille, qu'on regarde. Après, que la prison soit un endroit qui augmente la radicalisation, on le sait malheureusement depuis longtemps. Oui. Et je crois qu'il faut maintenant penser l'après-prison aussi. Mais ça, c'est un impensé des politiques pénales en France. La vraie bombe à retardement, c'est tous les djihadistes, même français, qu'on a enfermés suite à 2015 et qui vont bientôt sortir. Et est-ce qu'ils ont été déradicalisés en prison? Quand on lit les témoignages, en fait, c'est loin d'être le cas. Et ça va être un vrai problème à gérer dans les années qui viennent. On va se détendre un peu, les amis. Pourrons-nous bientôt acheter du cannabis au coin de la rue? C'est notre dernier thème. Aujourd'hui, si vous fumez un joint en public, vous êtes passible d'une amende de 200 €. Mais le CESE, le Conseil économique et social, s'est prononcé cette semaine en faveur d'une légalisation encadrée. Et pour les spécialistes, aujourd'hui, on a tout faux. Écoutez. Évidemment, lorsqu'on dit on est pour la légalisation, pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, ils sont de moins en moins nombreux, il faut le reconnaître, on a le sentiment d'être des prosélytes de la consommation. C'est tout le contraire. La légalisation est une démarche de réduction des risques qui a pour mission de venir couper la course folle de la consommation des drogues et du cannabis, en particulier en France, notamment chez les jeunes, par une politique pragmatique. Je vais vous lire les recommandations du CESE. Le CESE qui recommande la fin des sanctions contre la consommation de cannabis, la fin des sanctions contre la culture de cannabis à titre personnel ou encore la création d'établissements spécialisés réservés aux adultes, des petits commerces, quoi. Michel, vous êtes pour ou contre la légalisation? Moi, j'étais porte-parole de Benoît Hamon pour la campagne présidentielle et c'était un des points de notre programme, effectivement. Donc, je ne peux être que pour, mais pas par idéologie, mais sur un constat. C'est l'échec total de toutes nos politiques en matière de prévention de la drogue et de trafic de drogue dans ce pays depuis des décennies. Enfin, je veux dire, le nombre de consommateurs en est un des plus élevés d'Europe. Il y a les banlieues, pas que les banlieues d'ailleurs, vous trouvez du cannabis à peu près partout. Il y avait une interview de jeunes Parisiens à la sortie d'un lycée, on leur demandait est-ce que c'est difficile de trouver du cannabis. Ils éclataient de rire en disant mais vous rigolez, c'est plus facile que d'aller acheter un paquet de cigarettes au bureau de tabac d'à côté. On est un des pays... On est dans une faillite totale avec des problématiques sociales énormes dans certains quartiers. On voit que des noyaux de dealers, moi je bosse en Seine-Saint-Denis, peuvent pourrir la vie d'une cité entière, voire parfois d'une ville. Donc la légalisation permettrait d'assécher ce trafic. Il faut assécher ce trafic et il faut... Alors par contre, le CESE, ce que je trouve de remarquable dans le rapport que j'ai lu, c'est que c'est pas open bar. Open bar, voilà. Non, il y a un encadrement, etc. Et puis je vais vous dire, l'argent qu'on peut pas mettre aujourd'hui dans la prévention, puisqu'on ne peut pas prévenir contre quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas légal, on va pouvoir aussi le mettre sur la table pour là s'adresser aux plus jeunes, mais ne nous y trompons pas, c'est pas que les plus jeunes qui fument aujourd'hui. Si on fait le pourcentage des 30-50 ans, je pense qu'on serait surpris. Alors juste avant de vous donner la parole, en France, près de la moitié des adultes, 46% ont déjà consommé du cannabis, contre un peu moins d'un quart en moyenne dans l'ensemble de l'Union européenne. Eugénie. Moi, je suis partagée parce que je n'aime pas cet argument, parce que ça existe, il faut le légaliser, comme ça ce sera encadré. Parce qu'à ce titre-là, on peut aussi légaliser la prostitution, parce qu'on n'arrive pas à lutter contre la prostitution, elle existe toujours. Pourquoi ne pas la légaliser, l'encadrer, ce serait mieux. Moi, je suis contre. Donc je trouve que c'est un argument parfois un peu fallacieux. Cela dit, c'est vrai que la prohibition pure ne semble pas fonctionner. Je suis perplexe en fait sur ce sujet. Moi, je suis vraiment partagée et je pense qu'en tout cas, s'il y a une dépénalisation, elle devra être accompagnée d'une politique intransigeante, voire même radicale envers les filières clandestines, les délinquants et le trafic qui continueront à exister par ailleurs. Il y a deux choses, Eugénie. Il y a la dépénalisation et puis il y a la légalisation. La légalisation, on va créer finalement des petits commerces comme ça qui seront encadrés et la vente sera encadrée par l'État. C'est pas exactement la même chose. La légalisation est une lâcheté. S'il y a vraiment une légalisation, du coup, ça veut dire qu'on légalise aussi la fabrication. Parce que si vous dépénalisez sans légaliser la fabrication, ça veut dire que vous entretenez des filières clandestines, ce qui est absolument catastrophique. Emmanuel, là-dessus. Je suis d'accord, il faut soit légaliser, soit interdire, mais dépénaliser, non.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que c'est honnêtement le sens de l'histoire. Toutes les grandes métropoles à travers le monde et pas dans des pays abandonnés par la mondialisation, l'ont légalisé. Alors les pays qui ont légalisé le cannabis récréatif, on va les voir, le Canada, l'Uruguay, quelques États américains que vous connaissez bien, et puis en Europe, Malte et peut-être l'Allemagne d'ici 2024. Oui. Maintenant, il ne faut pas être angélique non plus. La légalisation du cannabis va pousser les filières clandestines à se réorienter vers d'autres délits, vers d'autres drogues. Et moi, je veux dire, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait si on légalise le cannabis pour que ça n'amplifie pas d'autres drogues dures, puisqu'il faudra trouver des moyens de substitution pour ces dealers, pour ces petites bandes de quartier qui, demain, ne vendront plus du shit, mais vendront de la coke, de l'héroïne ou je ne sais pas quoi. C'est ça, moi, qui m'inquiète le plus. Il y a une nuance, c'est qu'il y a un proverbe qui dit « chaque drogue trouve son consommateur ». Et par exemple, cette idée comme ça... on passerait du shit à la cocaïne, mais c'est deux effets. Ouais. C'est deux effets psychotropes totalement à l'opposé, totalement différents. On est d'accord, mais donc, Michel, c'est pas ça dont je parle. La personne qui cherche, le consommateur qui va chercher l'effet du shit, c'est pas celui de la coke. C'est pas ça dont je parle. Alors là où il y a un vrai problème. Des gamins qui gagnent 3000 balles par jour à vendre du shit, demain, ils vont pas non, mais bien sûr. Ils vont pas aller à Pôle emploi. Oui, mais ils sont peu nombreux. Voilà. Et dans les banlieues, à côté de ces gamins-là, on trouve aussi ceux qui bossent chez Uber Eats, etc., qui font de la livraison. Donc, il y a les deux dans les mêmes endroits. Mais surtout, il faut le dire un truc qu'on n'a jamais dit, qu'on dit pas assez souvent. L'année dernière, il y a un cartel qui est tombé en Italie. Le jugement a eu lieu il y a quelques mois. Ce cartel-là était impliqué dans 80% du trafic de shit et de cannabis en Europe. 80%. C'était un empire industriel. Leur chiffre d'affaires dépassait celui de certains Européens. On a intégré ce que rapporte le trafic de drogue au PIB français pour passer sous les 3%. Arrêtons avec cette hypocrisie-là. Il faut sortir de ce truc-là. Astrid, on a vu que plusieurs pays effectivement ont déjà légalisé. C'est un débat, voilà, on dit que c'est un marronnier en langage journalistique. Qu'est-ce qui bloque en France ? Je pense qu'il faut du courage pour faire ça. C'est-à-dire on s'attaque quand même à quelque chose d'énorme. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un système d'économie parallèle qui fonctionne, qui en effet produit énormément de problèmes, enfin qui tient aussi certains quartiers. Donc si on fait ça, on ne peut pas le faire comme ça à l'improviste. Je pense que heureusement qu'il y a eu le rapport du CESE. Il y a aussi d'autres choses intéressantes à noter. Par exemple, la ville de Reims, tenue par Arnaud Robinet, maire LR, qui fait une expérimentation dans sa ville. Je crois que le débat, vous dites c'est un marronnier, c'est vrai. Mais culturellement, c'est un sujet qui revient à période régulière. Oui, mais culturellement, c'est quand même la ligne est quand même en train de bouger. C'est-à-dire que avant, c'est vrai que c'était les écolos et Benoît Hamon, voilà, la gauche qui portait ça. Aujourd'hui, il y a eu un rapport à l'Assemblée nationale il y a quelques années, transpartisan, avec un député de gauche, un député à l'époque LR, qui disait, en fait, ceux qui bossent vraiment sur le sujet, les experts, ils vous disent, il faut le faire. Après, dans quelles conditions, comment on gère ces quartiers-là ensuite et puis moi, je trouve que la prévention, en effet, c'est extrêmement important. On ne peut pas non plus donner le message, et c'est pas du tout ce que fait le CESE d'une société, c'est super le cannabis, allez-y. Moi, par exemple, je suis totalement opposée à ça. Donc il faut que ce soit très très bien fait, très très bien encadré. Eugénie, là-dessus, le mot de la fin sur ce débat. Pourquoi on est à la traîne en France ? Non, je sais pas. Alors moi, je crois pas au sens de l'histoire, à la traîne, la comparaison, parce que dans ce cas-là, il faut faire la réforme des retraites. Dans ce cas, il faut faire comme tous les autres pays, faisons la réforme des retraites. Donc j'aime pas cet argument de benchmarking où on regarde ce que font les autres pays, on fait la même chose. Il faut réfléchir sereinement. Et moi, je suis ouverte au débat. Je suis plutôt quelqu'un à droite et conservateur, mais je trouve qu'il faut être pragmatique. Et la prohibition, c'est vrai que ça n'a pas marché pour l'alcool. Est-ce que le cannabis est une drogue qu'on peut considérer comme... il faut évaluer les choses. Je ne suis pas entièrement fermée, même si je pense qu'il faut être très prudent. La séance est suspendue. Merci, Président Larcher. Je vous redonne la parole dans 2 secondes, Emmanuel, parce que comme chaque semaine, on va terminer cette émission par un top flop. Je vous pose à chacun une question très simple. Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal ? Et Michel, c'est à vous de jouer, votre top, votre flop. Alors, je vais commencer par mon flop, mais qui plutôt, je trouve, une pas si mauvaise nouvelle que ça.
c'est la démission de Bernard Laporte de la Fédération française de rugby. Vous savez, on parle souvent des valeurs de l'Ovalie. Moi, j'étais vice-capitaine du 15 parlementaire de rugby. C'est un sport dont je partage les valeurs et auquel je crois. Voilà, ça a été sali, et à quelques mois de la Coupe du Monde de rugby qu'on peut-être pourra enfin gagner dans ce pays, je pense que c'est une bonne nouvelle, qu'il faut tourner la page de l'ère Laporte, qui a vraiment mis à mal un très beau sport. Votre top. Voilà. Et mon top, alors ça va être j'aurais pu parler de tous ceux qui vont défiler dans la rue pour lutter contre les retraites, parce que ceux-là, j'ai en parler. Mais ça serait pour Jacinda Ardern, l'ex-première ministre néo-zélandaise, qui a choisi notre vie, qui ne s'est pas accroché comme certains politiques, qui a démissionné, qui avait pourtant un bilan plutôt intéressant, si j'en crois mes amis néo-zélandais, notamment sur la crise du Covid. Donc ça prouve que parfois des politiciens, je pense aussi à Pepe Mujica, qui était le président uruguayen, des fois il y a des présidents, des grands élus qui nous ressemblent et qui ne sont pas tous pourris et tous à mettre dans le même sac, contrairement à la petite rumeur qui circule. Il y a aussi des gens de conviction et qui prennent leurs responsabilités. Voilà. Alors moi, mon top, c'est Victor Castanet, journaliste indépendant qui a sorti Les Fossoyeurs sur les EHPAD, qui a mis au jour la situation dramatique dans les EHPAD et de la façon dont on s'occupe de nos aînés, qui sort ce mercredi une réédition de son livre avec plusieurs nouveaux chapitres sur les pressions qu'il a pu subir. La conclusion un an après. Et votre flop? Et alors mon flop, c'est Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, qu'on entend très peu, sauf pour nous dire que la réforme, finalement, elle va un peu pénaliser les femmes. Je pense qu'il n'y avait pas plus grosse bourde pour donner du grain à moudre aux oppositions et contre son propre gouvernement. Du temps de François Hollande, on aurait parlé d'un couac. Emmanuel. Mon top, c'est Adolfo Kaminski. C'est plus un hommage, parce que voilà encore un homme qui a mis son art au service de la juste cause pendant la Seconde Guerre mondiale, et aussi une autre voix d'un témoignage vivant qui s'éteint de cette période. Et quand on sait tous les révisionnistes qui nous guettent, c'est toujours triste d'en voir un qui peut témoigner en moins. Le flop, j'ai le droit de changer. Vous avez le droit à tout. Vous avez la carte du club. C'est gentil, parce que je ne voudrais pas dire la même chose que ce que vous avez dit, cher Michel, sur Bernard Laporte. Mon flop, c'est Anne Hidalgo, parce que je n'avais pas fait ma petite séance Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, qui est maire de Paris, qui, je vous le rappelle, a été élue en disant « je ne serai pas candidate à l'élection présidentielle, je n'augmenterai pas les impôts » avec le succès qu'on connaît. Et qui, là, alors qu'en tant que maire de Paris, devrait être la garante de la continuité du service public, appelle sa mairie à fermer les portes. C'est un scandale absolu. Eugénie, à vous, votre top, votre flop. Alors moi, j'ai deux flops. Quelqu'un de très négatif. Allez-y. Mon premier flop, c'est le rapport Oxfam sur les inégalités qui appelle à supprimer les milliardaires, parce que chaque milliardaire, je cite, est un échec politique. Je trouve que c'est complètement stupide de penser parce qu'il y aurait moins de milliardaires, il y aurait moins de pauvres. Ce ne sont pas des vases communicants. Et ça participe à cette ambiance populiste de solutions simplistes. Votre autre flop? Mon autre flop, c'est l'agence de presse américaine AP qui a fait un communiqué pour des conseils. Alors, c'est une des plus grosses agences de presse, pour des conseils d'écriture à ses journalistes, qui dit d'éviter les étiquettes globales. Il ne faut pas écrire, par exemple, les pauvres, les handicapés, et pas les Français. Parce que c'est trop stigmatisant, trop généraliste. Voilà le délire du politiquement correct poussé jusqu'au bout. Merci à tous les quatre, c'est la fin de cette émission. Merci à vous derrière votre écran. La personne qui est dans l'oreillette me dit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à nous revoir en replay et en podcast. Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.